latin, c'est-à-dire depuis les origines. C'est le peuple qui est présent sur ces terres depuis les origines. On parle quand même d'une civilisation de 65 000 ans qui a transmis par l'oralité, par la culture l'oralité, une culture qui n'a pas été modifiée, impactée depuis 65 000 ans jusqu'à l'arrivée des colons. Je ferai après peut-être une petite inclusion un peu plus sur cette histoire. Donc cette civilisation qui a connu des échanges un peu avec la Papouasie, l'Indonésie, ce sont des peuples qui, comme je vous le disais, doivent leur survie à la connaissance du territoire. Ils doivent leur survie aussi à la transmission de ces connaissances par la culture de l'oralité qui se manifeste par des rites, des chants, des danses et des dessins que l'on peut voir qui étaient parfois sur le sol, des dessins sur le sable avec de l'encre, des pigments naturels, des fleurs de coton, mais aussi des peintures sur les torses, les corps, les hommes, les femmes, avec des graisses végétales, animales, et aussi des peintures rupestres, très connues dans le nord de l'Australie, en terre d'arnèse. Ces motifs, ces figures, elles sont présentes aujourd'hui sur des tableaux. C'est de l'art contemporain. Ces artistes se sont emparés de cette culture qu'ils souhaitent nous transmettre sur ces toiles. Alors ici, vous avez effectivement des tableaux qui datent des années 90-2000, mais avant d'être des tableaux, un médium de la peinture, ce sont des récits. Et ces récits, ils sont tout simplement sur des supports qui peuvent être au sol, parce que ces peintres à l'origine peignent le sol, il y a un rapport au sol, à la terre, mais indifféremment, ça peut être aussi au plafond. Voilà. Parce que ce qui compte, c'est le récit, indépendamment de son support, de sa matérialité. C'est vraiment le récit qui va compter. Et pourquoi on voulait démarrer avec ça? Bien parce qu'à l'art aborigène a une très belle place dans le marché de l'art. Il est très séduisant. C'est un art graphique, hypnotique, décoratif. Alors vous verrez qu'eux, ils ne cherchent pas à faire du décoratif. Tous les symboles ont un sens. Mais je voulais dématérialiser un peu et faire comprendre qu'il s'agit de récits. Alors on va rentrer directement dans quelques récits pour le plaisir de vous donner quelques codes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des lignes, on voit des cercles, on voit des symboles. Eh bien, c'est de la cartographie, tout simplement. Ces lignes, ce sont des chemins. Ces formes de E, ce sont des animaux, ce sont des empreintes d'opossum. Et tout simplement, ces lignes, elles vont en fait conduire jusqu'à des sites précis. Où sont ces opossums? Vous allez aussi retrouver un symbole assez répétitif, ce demi-cercle. Ce demi-cercle correspond tout simplement à l'assise, à la posture assise d'un homme, d'une femme, et à l'empreinte qu'il laisse quand il est assis. Ici, très probablement qu'il s'agit d'une femme. Pourquoi? Parce que à gauche, il y a ce qu'on appelle un bâton à tir qui sont utilisés pour les femmes. D'ailleurs, moi-même je me trompe, c'est en face. Parce que la petite forme, là, un peu ovale, c'est certainement un panier, un colamone, qui sont les paniers que les femmes recueillent parce qu'elles ont pu trouver des végétaux. Et ça, c'est probablement plutôt un homme avec sa lance et ce fumard. Voilà, vous voyez, même moi, je suis un peu confondue. Donc voilà, j'avais envie de vous entraîner déjà dans une première ambiance, celle d'une carte, d'une cartographie. Et puis, au-dessus, alors là, on est justement dans les étoiles. Et là, on est sur un autre récit, sur un rêve. Je vous dirai après ce que c'est ces rêves, parce que je ne vous ai pas encore dit l'essentiel, mais le temps du rêve. Mais c'est une façon de vous introduire déjà l'importance de ces récits. Et donc là, on est en train de regarder un ciel avec des étoiles.
ces étoiles, ce sont les Pléiades. Et il y a aussi une référence à un récit très fréquent dans l'art aborigène que l'on retrouve avec des formes un peu différentes selon les clans, mais l'histoire est à peu près toujours la même. Il s'agit d'un homme, un sorcier ou parfois un père qui veut se marier avec l'une de ses filles, ou en tout cas une femme dont le mariage est interdit. Parce qu'il y a des clans, il y a des règles pour se marier. Et donc ces femmes, ces 7 sœurs fuient cet homme. Elles fuient, elles se transforment, il y a des rites, il y a des transformations magiques, elles se transforment en pierre et elles fuient cet homme qui les pourchasse. Et la nuit, elles se transforment en étoiles et elles deviennent les Pléiades. Et cet homme les rejoint et c'est l'étoile solitaire d'Orion. On retrouve une histoire un peu similaire dans la mythologie grecque, les Pléiades. Donc voilà, c'est cette histoire qui est aussi un enseignement. C'est aussi une transmission d'une loi contre l'inceste, contre les mariages qui ne doivent pas se faire, voilà, par rapport à certains clans. Parce que ces récits, c'est aussi une transmission de loi. Donc, face à vous, vous avez des œuvres avec une diversité technique. Vous verrez derrière vous une multitude de petits points. Sachez que ces petits points, parfois, ils sont là aussi pour dissimuler certaines codifications. Voilà, ils sont réservés aux initiés. Puis vous avez des formes très très différentes, comme ici, très étranges. Bien en fait, ce tableau il raconte l'histoire d'un démon qui avait beaucoup d'œufs, trop d'œufs, les a cassés et en se cassant, il y a 2 rochers qui se sont créés avec un chemin. Et les lignes, eh bien, ce sont les traces de pas. Donc voilà, toutes ces histoires, elles vous permettent d'aller rentrer dans l'espace. Alors, ce sont du rêve que vous allez retrouver dans la littérature en lien avec l'art aborigène australien. C'est la traduction d'un mot en Australie centrale, Chukurpa, ou Wangar, en territoire du Nord. Ce mot, il est traduit par la notion de dreaming en anglais. Et c'est vraiment cette notion en train de rêver. Ce temps du rêve, c'est en fait tous ces récits fondateurs de la culture aborigène qui, en fait, narrent ces grands esprits totémiques qui ont façonné les paysages, tous les paysages de l'Australie. Et l'Australie, c'est presque à l'échelle d'un continent, c'est 14 fois la France. C'est donc un continent immense et il faut imaginer que dans leur passage, ces esprits totémiques, ils ont créé des rivières, ils ont créé des rochers, ils ont créé des végétaux, ils ont créé les hommes, les animaux, mais aussi les lois. Ces esprits totémiques, mi-hommes, hybrides, ils ont créé tout ça et puis ensuite ils sont retournés dans la terre et ils continuent de dormir, de rêver. Et donc ces cérémonies, par ces initiés, c'est en fait une façon de se reconnecter avec leurs ancêtres et avec ces récits qui sont très importants pour leur culture. Ce temps du rêve, c'est un cadre qui n'est pas figé. C'est ça qui est difficile de comprendre. C'est pas comme les mythes grecs. Non, ce temps du rêve, il est passé, présent et futur. Il continue de vivre, voilà, et de transmettre les connaissances. C'est aussi un ordre moral, comme je vous disais, c'est-à-dire que ces esprits totémiques, ils ont aussi instauré des récits qui sont des lois tribales qu'il faut absolument respecter. Et donc ce temps du rêve, comme je vous disais, c'est un mouvement qui va nous amener un peu vers le passé. Et j'aimerais à ce moment-là vous parler de ce tableau derrière. Pour vous dire, comme je vous disais, qu'aujourd'hui nous sommes face à de la peinture acrylique, mais qu'au départ, ce sont des dessins sur le sable, des peintures rupestres. Ces peintures rupestres, on les voit beaucoup en terre d'Armène, au nord de l'Australie.
Et là, j'avais envie de vous parler de ce tableau, plus précisément, parce que ce sont des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et je vous disais à quel point il était important d'arriver à lire ces empreintes. Donc voilà, ici c'est vraiment un exemple assez, je trouve, facile à décoder. Hein. On comprend très bien qu'il s'agit d'empreintes des mots et que c'est pour eux important d'arriver à se retrouver. Alors ils ont aussi une façon de codifier les lieux qui est assez exceptionnelle parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle des songlights, c'est-à-dire des pistes chantées. Et ils arrivent à se repérer dans l'espace mieux qu'un GPS avec des chants. Voilà. Et même dans une autre langue, rien qu'en chantant, ils savent se retrouver dans les lieux. J'ai aussi envie de vous dire que vous avez des expressions artistiques très différentes, comme vous avez pu le constater. Là, vous avez aussi des motifs de cette terre d'Arnhem. Vous constatez qu'ils sont un peu plus sombres. Et vous constatez aussi qu'il ne s'agit plus de clans, mais de hachures. Donc, ces peuples, les Yolbou, je ne prononce pas toujours très bien, ont leur propre lecture de petites hachures très fines, et un peu comme du tartan écossais, selon les clans, ils ont leur propre hachure. Ici, il s'agit non pas de peinture sur toile, voilà, ils aiment bien cette esprit de recyclage, et donc ce sont des panneaux avec encore toujours des pigments naturels. Et là, si vous aviez des hachures, ici vous avez tout à fait autre chose, une myriade de petits points. Et là, c'est vraiment l'expression d'une dissimulation, voilà. Cette dissimulation de lieux sacrés, parce que c'est réservé aux initiés. C'est quand même très puissant. Il faut imaginer qu'on est en connexion avec les grands esprits. Il y a des choses qui peuvent se livrer, d'autres un peu moins. Et donc ces petits points, ils sont parfois de l'ordre de la dissimulation. Alors aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, à vrai dire. Mais on continue ces petits points qui sont très connus, hein, le dot painting, parce que c'est un peu la tradition de poursuivre cette expression artistique. Ici, cette œuvre fait référence au récit des 7 sœurs. Vous voyez, c'est moins évident de retrouver les points qui relatent ces 7 sœurs et ce sorcier qui les recherche. Voilà, moi c'est une œuvre que j'aime beaucoup, de Sylvia, non, pas de Sylvia Kell, de Kun Manara. Voilà. Alors, comment parler d'art aborigène, d'une culture, sans quand même faire une petite incursion avec le travail qui a été mené par une anthropologue qui est Barbara Jowanski, qui a vécu avec les Walpiri au centre-nord de l'Australie, qui a épousé un Walpiri, qui nous livre ici un documentaire d'1 heure. Et je tiens à dire aussi que Barbara Blonzanski nous fera l'honneur de sa présence pour 2 conférences, 28 et 29 mai. C'est un documentaire où elle explique un peu justement les rêves des communautés aborigènes, ses récits, ses rêves. Elle témoigne aussi de leur lutte pour la reconnaissance de leur culture et de leurs droits. Donc voilà, et on aura aussi une conférence de Stéphane Jacob Langevin, qui est un expert en art aborigène, qui travaille beaucoup avec les musées, qui lui-même a travaillé dans des musées. Et il me semblait important aussi de comprendre ces cultures, mais aussi leur histoire. Et donc je vais y revenir justement à cette histoire, cette colonisation et ce qui a été vécu. Alors, je ne pouvais évidemment pas ne pas vous parler de ce qu'ont vécu ces peuples aborigènes et qu'ils vivent encore. Pas tout à fait ce dit. Je choisirai cette œuvre. Pourquoi ? Parce que cette œuvre, Taylor Cooper, qui est un artiste très connu, elle montre aussi des lances, en fait. Des lances d'aborigènes.
face aux armes de feu. Et en fait, c'est une façon pour moi de vous parler des conflits qui ont éclaté. Donc, petit historique, donc, les marins européens connaissaient l'Australie. Dès le XVIIe siècle, on a des témoignages, mais ils considèrent que c'est une terre stérile. Et en 1770, vous connaissez tous James Cook, voilà, il jette l'ancre en Australie et en fait, pour lui, c'est une terre tout à fait fertile. Dès 1788, la couronne britannique décide d'annexer ce territoire. Il y aura du bétail qui va être cultivé, des mines de charbon. Et finalement, le peuple aborigène est un peu un obstacle, au mieux, des enfants à civiliser. Donc les conflits éclatent, les peuples autochtones sont dispersés, sont parfois emprisonnés, tués. Les maladies vont les décimer parce que ces Européens vont arriver avec des nouvelles maladies, la variole, etc. Et donc il faut imaginer que si dans les années 1780 il y avait 250 clans et 500 000 aborigènes, en 1911 il n'y en a plus que 31 000. Voilà. Donc les clans aborigènes ont surtout été décimés, tout ce qui est autour de Sydney, donc sud-est. Et ce sont plutôt les terres du Nord, tropicales, beaucoup plus arides, où la culture s'est mieux transmise. Voilà, là on est sur typiquement une œuvre d'un artiste d'Australie du Nord. Donc l'histoire ne s'arrête pas là. De 1901 à 1966, il y a une assimilation forcée avec des générations d'enfants volés, 50 000 enfants que l'on a retirés de leurs parents aborigènes pour les faire éduquer par des Blancs. Voilà. Il y a quand même une ségrégation qui s'est mise en place. Il a fallu attendre 1967 pour que les aborigènes acquièrent le statut de citoyen australien de plein droit et qui ne soient plus donc considérés comme des animaux. Donc il y a eu une politique d'autogestion en 1972 qui malheureusement s'est très mal passée. Ils ont perdu leurs repères, leurs terres, et donc ils ont sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue. En 1992, on a aboli ce terra nullius, donc on a essayé de mettre en place une reconnaissance quand même de ces terres. Et effectivement, dès les années 90, il y a eu des revendications qui ont fini par aboutir. Comment? Justement, grâce à ces œuvres. Voilà. Grâce à ces œuvres, c'était un témoignage des peuples aborigènes sur leur terre, sur cette appartenance à leur terre. Et donc en 2007, il y a eu des excuses officielles par le gouvernement australien sur notamment ces générations volées. Néanmoins, il y a encore des revendications de reconnaissance de terres qui sont toujours en cours. Voilà, c'est très compliqué parce que d'une part, il y a une partie des Australiens qui considèrent que c'est le peuple aborigène, le peuple indigène, autochtone qui revendique des droits, et quand même d'autres qui considèrent que à ce compte-là, tout le territoire leur appartient et que les Blancs n'auraient plus de place. Voilà, donc il y a encore des conflits. Il ne faut pas croire que tout est tout à fait réglé, mais il y a quand même un immense progrès de la part de l'Australie. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette œuvre, vous parler aussi de différentes régions, revenir sur ces symboliques. Là, par exemple, sur ce tableau, eh bien, vous avez une forme assez étrange qui en fait c'est d'un serpent venimeux qui a créé une rivière. Voilà. C'est encore toujours ce temps du récit qui est très important. Ce temps du récit, vous le trouvez dans différentes expressions. Là, par exemple, vous avez une œuvre tout à fait différente d'une artiste qui évoque cette terre très aride. Et quand il pleut, c'est un peu la délivrance. Et du coup, il y a des arbres qui apparaissent avec ces formes-là. Je me souviens du nom
des larves, et ces formes rondes, ça peut être aussi des cotons. Voilà. C'est Poumani qui part de la terre d'origine de sa mère, Antara. Et ces larves, ce sont des Wicheti, des xylophages. Et le blanc, ce sont parfois des fleurs en coton sauvage. Donc voilà toute cette grand-mère de symboles, de cosmogonie aussi, parce que ce temps du rêve, c'est quelque chose d'un peu magique. Voilà, c'est une dimension difficile à comprendre pour nous parce que le rêve a quelque chose d'onirique et d'individuel. Là, il faut imaginer que ce temps du rêve, il est collectif tout à fait, et parfois il parle à quelqu'un et cette personne va communiquer son rêve au clan, et ensemble ils décident que ce rêve a une valeur d'histoire et ils va l'inclure dans leur culture. Alors justement, c'est l'occasion de vous parler des cérémonies. Alors dans l'art aborigène, tout est spirituel, puisque tout est lié au passage des grands esprits totémiques. Donc le moindre grain de ça, tout est spirituel, mais cette spiritualité, elle a des moments forts, qui sont donc ces cérémonies. Ces cérémonies, donc c'est des danses, des rites, des chants, des peintures sur corps, mais aussi des objets sacrés. Et là, on est face justement à des objets sacrés. Ici, ce sont des sirènes. Des sirènes, j'ai toujours peur de mal dire, wak-wak. Et qui sont en fait l'esprit de la rivière, des eaux douces, qui sont vraiment rattachés au grand serpent arc-en-ciel, qui est un esprit totémique très important aussi dans la culture aborigène. Et donc elles sont représentées ici, et donc il y a toute une cérémonie qui rend hommage à ces esprits. Et quand on les invoque, c'est en fait souvent qu'on invoque la grâce de ces esprits. Ce sont eux qui, en quelque sorte, font vivre cette nature. On les invoque parce qu'on a besoin d'eux pour la pluie, pour l'eau, pour la nourriture, pour refaire pousser la végétation. Voilà, donc ces sirènes wak-wak font allusion à l'eau douce qui est importante dans ces zones parfois arides. Il faut savoir que toutes les sculptures sont toutes en provenance de la terre d'Arnhem, dans cette exposition. Comme je vous disais, grâce à ces cérémonies, on réveille en quelque sorte ces grands esprits qui sommeillent. Et parfois, on les figure avec ces poteaux, ces totems. Là, sur la gauche, vous avez mon préféré, qui est l'esprit Mimi. Alors, je l'aime bien, parce que c'est celui qui est dans les grottes, ces fameuses grottes rupestres. Ils sont un peu fragiles, et en même temps, ces esprits Mimi sont ni vraiment gentils, ni méchants. Et ils ont enseigné la chasse, la cueillette aux hommes, mais aussi la connaissance ancestrale et médicinale des plantes. Alors ici, vous en avez d'autres qui sont un peu plus effrayants. Ce sont les mokwi. Alors eux, les mokwi, ce sont un peu des totems psychopompes. Vous voyez, ils vont accompagner les défunts jusqu'au pays des morts. Ces mokwi, ce sont des poteaux funéraires, des Makassars, des Sulawesi. C'est le peuple, comme je vous disais, des Yolgoi dans le Nord. Et donc ils font le relais entre la vie et la mort. Et c'est la raison pour laquelle leurs os sont apparents. Voilà, c'est une esthétique dite des rayons X. D'où ce noir et blanc. Voilà, pareil, il faut toujours respecter les esprits. Peuvent sinon être déchaînés et donc on les craint. Voilà. Alors rassurez-vous, toutes ces sculptures n'ont pas été utilisées pour des cérémonies. Elles ont été refaites en souvenir évidemment de ces rites. Alors, Alma Nunangari Granit. Alors, petite codification, quand les noms commencent par le son N, Nan,
c'est une femme. Et quand le son commence par J, T, J, A, U, c'est un homme. Là, est-ce que vous reconnaissez un peu les symboles? Bon, vous savez au moins compter jusqu'à 7. Voilà, les 7 sœurs. Vous voyez, c'est tout à fait une autre façon d'exposer ce récit. Là, on est vraiment dans une cosmogonie qui rappelle le ciel étoilé, l'espace. On est vraiment dans le macrocosme, là. C'est impressionnant hein, par rapport à une civilisation qui n'a pas la même connaissance que l'on peut avoir sur l'espace. Alors là, on est face à 3 tableaux typiques du centre d'art de Warnow, parce qu'il y a beaucoup de centres d'art qui se sont développés en Australie. L'un des plus connus est à Papunya. On pourra le voir dans la dernière salle, et ce sera l'occasion pour moi de revenir dessus et de vous en parler. Celui-ci, il est très différent. Vous pouvez constater que la matière est bien plus opaque, bien plus dense, pas de scintillement, alors que le scintillement c'est important. C'est souvent la puissance sacrée. Voilà pourquoi ils s'enduisent le corps de graisse animale. Quand ça brille, parfois même ils rajoutent des débris de verre. C'est la puissance du sacré. Voilà. Et donc toutes ces lignes hypnotiques, ces vibrations, ce scintillement, c'est la puissance du sacré. Là, on est sur quelque chose d'ocre, de mat, pas de scintillement, parce que c'est le désert. Voilà, c'est un peu la couleur du désert, ce fameux bush, hein, cette couleur ocre. Moi, je trouvais ça très chouette d'aller d'une terre ocre à une autre. Alors, j'ai pensé à Notsalagu, évidemment. Je suis allée voir des géologues en leur demandant si par les plaques tectoniques, il y aurait pu y avoir un... Non. J'aurais trouvé ça magnifique. Non. Mais voilà, c'est l'occasion pour moi de vous envoyer vers ces terres ocre du désert. Et donc là aussi, une forme différente d'exprimer le paysage qui peut être en contre-plongée, vue d'en haut, comme une vue satellite. Voilà, ici on imagine tout à fait la forme d'un site sacré qui peut rappeler un site très sacré qui est la montagne d'Uluru. Mais ça peut être aussi une vue sur le côté, voilà, avec des monts, une vue latérale. Donc voilà, une différente représentation dans l'espace, qui je trouve s'exprime bien ici dans ces 3 tableaux. C'est du coup l'occasion pour moi de faire une parenthèse par rapport à cette cartographie mentale. On a souhaité inviter Armelle Caron, qui peut-être est connue d'entre vous parce qu'Armelle est une artiste sétoise qui travaille dans le département, qui avait réalisé un travail de cartographie à Montpellier dans la place Saint-Roch. Voilà. Et donc Armelle va venir réaliser une cartographie sensible sur le parvis devant le musée, s'inspirant de ce travail aborigène de représentation des lieux dans l'espace, et elle va retracer une partie de la cartographie du territoire. Donc le Salahou, le Larzac, avec une topographie de sites différents. Et ce sera une œuvre participative. Les lots des voix, du territoire, hein, quand j'entends le lot des voix, le territoire pourra évoquer en quoi ces lieux évoquent pour eux des moments importants, et on pourra ponctuer ces lieux. Donc voilà, on avait envie d'englober cet art de la cartographie aussi à travers une œuvre plus sensible. Voilà, c'était une parenthèse. Je vais vous parler ici de ces cylindres qui sont en fait des cylindres funéraires. Ces cylindres funéraires, là aussi, je vous rassure, n'ont pas servi, ce sont des reconstitutions. C'est important de le dire parce qu'on peut être mal à l'aise face à un objet qui a été ritualisé et utilisé.
C'est en fait des troncs d'eucalyptus qui ont été évidés, rongés par les termites, et qui sont utilisés pour y déposer les os. Donc on laisse le corps en décomposition, on récupère les os, on les teint d'ocre, et on les met dans ces cylindres qui sont enfouis dans le sol. Il y a tout un rituel, une cérémonie. Ils sont recouverts de symboles claniques de l'individu et de sa famille. Et il y a un motif qui est récurrent, c'est celui du poisson. Pourquoi? L'esprit de l'individu n'est pas enfoui, voilà, l'esprit est libre, c'est son corps. Et en fait, cet esprit, il va redevenir poisson. Dans la pensée aborigène, il y a un cycle de vie où en fait l'esprit redevient poisson. Et ensuite, ce poisson, il symbolise aussi bien le défunt que l'esprit à vivre. C'est même lui qui dit à son père « je veux naître ». Et son père lui dit « je choisis parmi mes épouses et ce sera elle ta mère ». Et ensuite, il communique avec sa mère et lui signifie sa présence dans le ventre. Ce qui permettra ensuite de parler un peu de la naissance dans l'autre salle. J'avais quand même envie de vous parler de cette œuvre ici derrière. C'est l'occasion de vous parler du cycle Tingari. Tingari, ça aussi, c'est très fréquent dans la culture aborigène. Dans le temps du rêve, ce sont deux serpents, Koulounia et Piton, un mâle et une femelle, qui vont en fait parcourir toute l'Australie et ils vont dessiner des lignes dans leur passage. Et ces lignes, elles sont très fréquentes dans ces cycles Tingari. Souvent, il s'agit de carrés qui s'entremêlent et de lignes qui créent une véritable vibration, comme je vous le disais, assez hypnotique. Donc ça, c'est un artiste qui est très connu pour réaliser des œuvres de cet ordre-là. J'avais envie de vous parler après la mort de la naissance, donc j'évoquais déjà un peu comment il y avait ce cycle de la vie, cette idée que l'esprit se régénère, se retrouve un peu comme là aussi dans la culture grecque, la métempsychose. Et donc cette naissance, concrètement, elle a une incidence quand même sur l'individu, sur sa vie. Dès qu'il va donner un coup de pied dans le ventre de sa mère va indiquer ce lieu précis, et donc ce lieu précis va faire l'objet d'un rêve pour cet individu. Et donc, ce rêve lui sera transmis à sa naissance. Son lieu de naissance aussi va avoir une incidence sur cet individu. Il va être porteur, garant d'un rêve, d'un récit, d'un lieu. Voilà. Et donc là, encore une fois, ces lieux, ils sont matérialisés par des cercles. Ces cercles, c'est souvent des trous d'eau. Ce sont aussi des lieux sacrés, des campements, des lieux où il y a des racines. Et ces lignes, ce sont des chemins entre ces lieux. Là aussi, je parlais de géographie, les proportions ne sont pas respectées, mais eux, ils savent parfaitement se retrouver entre le dessin et les chants, comme je disais, qui sont scandés, qui en fait scandent un rythme. Et donc voilà, ces tableaux, ils n'évoquent que ça, si je puis dire, des lieux sacrés, des paysages sacrés. Les couleurs ont un lien aussi avec la couleur de la terre, et les mouvements, c'est aussi des mouvements parfois d'herbe, tout simplement de feuillage, de végétation. Alors revenons justement sur cette œuvre, qui est réalisée ici par Dicky Midwinter. Alors, j'avais envie de parler justement des artistes. Au tout début, ce sont surtout des hommes qui sont les initiés et qui vont en fait dessiner, peindre ces œuvres. Et effectivement, ensuite, les femmes vont vraiment s'emparer de cette culture, du travail de peinture, qui vont être une ressource importante pour eux, mais je ferai l'occasion de revenir. Aujourd'hui, ces populations aborigènes, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on parle quand même de 3% de la population australienne, survivent parfois
beaucoup grâce à cette peinture et au marché de l'art. Donc ici, une femme qui a vraiment émergé. Et l'occasion pour moi de m'assurer que vous écoutez bien ce que je vous dis. Vous avez ici 2 tableaux. Alors Céline, peux-tu donner le nom de cet artiste, s'il te plaît, tu étais à côté. Maxi Champi. Voilà. Un homme ou une femme? Pourquoi? Voilà, très bien. Voilà. Donc voilà, c'était pour moi important de faire cette inclusion et effectivement d'évoquer la place maintenant devenue centrale des femmes dans cette création artistique. Voilà, ça n'a pas été le cas au début, mais c'est le cas maintenant. Il y a beaucoup de clans avec des femmes célèbres qui maintenant réinterprètent, font un travail très différent. Je pense notamment à Sally Gabori, qui est très connue sur le marché de l'art. Vous pouvez voir une de ses œuvres à la Fondation Cartier. Elle a vraiment réinterprété à sa façon tout ce temps du rêve et ses récits. Voilà, parce que le temps continue à avancer, à évoluer. Donc ici, on est face à une série de dessins de Papunya. Alors souvent, on commence par cette histoire, mais bon, du coup, moi j'avais envie de finir parce qu'on est face à toute une série. Papunya, c'est vraiment le site important de démarrage sur cette émulation qu'il y a pu avoir autour de la peinture aborigène. On est en 1971, il y a un instituteur qui s'appelle Jeffrey Bardon, qui décide de s'installer dans ce clan aborigène. Donc Papunya, on est au centre-nord. Et il voit en fait des enfants dessiner au sol des motifs. Il essaie de s'intéresser, de comprendre. Ces motifs, ils ont un sens. Et il leur donne du papier, des stylos, mais les enfants se disent non, on ne sait pas si on peut dessiner ces motifs. Il faut qu'on demande aux anciens. Les anciens se réunissent et ils voient dans la figure de Jeffrey Bardon quelqu'un de curieux, de comprendre. Et donc ils décident d'exprimer ces motifs et ils créent une fresque, une immense fresque sur le mur de l'école à Papunya. Et c'est le rêve de la fourmi à miel. Cette fourmi qui a une poche qui en fait permet de conserver du miel qui est en fait la sève des arbres, qui est une sorte de miel sucré. Et donc ce rêve, ce récit va être dévoilé et donc il y a toute une émulation qui va se créer et petit à petit ils vont commencer à peindre avec ce qu'ils ont au départ. Ça peut être de tout. Au départ il n'y a pas vraiment d'autres couleurs que celles qui sont sur la terre, mais s'il y a une cartouche d'encre qui est tombée au sol, ils vont l'utiliser. Si on leur donne de l'acrylique, ils l'utilisent. En fait, ce qu'ils font, c'est communiquer aussi leur culture parce qu'ils comprennent qu'elle est en train de s'exterminer, de disparaître et que révéler ces récits, partie de ces récits, c'est tout simplement continuer à faire vivre cette culture et ce temps du rêve. Donc voilà, Papunya, un site vraiment important, cette histoire de Jeffrey Bardon, elle est très connue. J'avais aussi envie de vous parler de cette petite alcôve et j'en profite pour rendre hommage à Cécile Chapelot qui est là, qui a travaillé avec moi sur cette exposition, qui est co-commissaire de l'exposition, qui a fait un énorme travail pour réunir les petits cartels développés, les petits textes, les lieux, qui a eu la charmante idée de cette petite alcôve où vous allez pouvoir vous asseoir, écouter certains récits mis en musique avec un bel habillage sonore de musique traditionnelle. Voilà. Et donc c'est une façon aussi de vous créer un espace à vous pour vous mettre en face à des œuvres qui quand même ont une certaine puissance significative, une certaine force que peut-être là dans mon discours on ne ressent pas, mais face aux œuvres je pense que vous allez pouvoir ressentir la puissance de ces œuvres. Ici vous êtes face à une œuvre qui est
très hypnotiques avec des vibrations. Voilà, il s'agit de vibrations de plantes médicinales. Vous voyez qu'on est dans une autre interprétation là aussi. Hein. C'est ce que je vous disais, on pensait à Sally Gabori. Les artistes évoluent, ils intègrent dans leur récit ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a comme ça des œuvres où il y a un temps du rêve, où on leur annonce l'arrivée de colonisateurs. Ils ont intégré ce qui s'est passé dans leur récit. Voilà, des œuvres très vibratoires. Et derrière, vous en avez beaucoup. Vous allez pouvoir voir, mais dans un contact rapproché, qui est une ligne noire avec des lignes rouges. Ça évoque le brûlis, en fait. Cette technique du brûlis qui est très importante pour les aborigènes, parce que elle permet tout simplement parfois d'éviter des incendies quand on délimite un espace, hein, c'est ce qu'on fait nous aussi parfois. Elle permet aussi de régénérer la terre par ce brûlis, les végétaux qui vont repousser. Et donc il y a une force de ces flammes qui lèchent l'espace, voilà, une vibration assez hypnotique avec les récits et la musique. Vous allez voir, c'est très inspirant. J'avais envie de finir cette visite pour vous dire que ces œuvres, en fait, elles sont importantes. Quand ces colons sont arrivés, ils ont eu envie de civiliser ce peuple. À l'arrivée, ce peuple, il a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui sur ce rapport qu'il a à la terre, sa préservation. Ces peuples n'ont jamais manqué à manger, à boire. Comment faisaient-ils pour survivre dans un tel désert ? Ils ont transmis ces connaissances de génération en génération depuis 65 000 ans. D'ailleurs, petite anecdote, on se rend compte aujourd'hui, quand on cherche un symbole pour les générations futures, pour communiquer, attention, site important où il y a des déchets nucléaires, on se rend compte qu'on ne sait pas quel symbole mettre. Est-ce que c'est une tête de mort ? Est-ce que les Mexicains vont comprendre la tête de mort ? On se rend compte que c'est la culture de l'oralité qu'il faut peut-être transmettre. Donc vraiment, peut-être que ces civilisations ont à nous apprendre. Et là, j'avais envie de citer l'historienne de l'art Germaine Greer, qui est une australienne, et également l'ancien ministre australien Kevin Rudd. Ils sont d'accord pour dire que ces hommes noirs fournissent aux nouveaux arrivés ce qui leur manque. Des mythes, des symboles, un lien vital, historique et mystique avec la Grande Terre Rouge. Ce sont les Noirs qui remplissent le vide. Voilà. C'est quand même ce qui s'est passé. Voilà, j'avais envie de finir sur ces mots et à titre personnel, j'en ai un frisson. Voilà, j'espère que cette première initiation vous aura plu. Il y aurait tant et tant à dire. Je ne suis pas non plus experte en art contemporain. Je pense que là, maintenant, c'est la place à l'émotion, après tout ce discours, et à vivre ces œuvres, et vous les approprier, et comprendre, décoder les codes. Voilà. Merci. Exposition au musée de l'ODEV qui débute ce 18 avril, qui va aller jusqu'au 30 août prochain, autour de l'art aborigène, le temps du rêve. Une exposition qui va forcément nous faire voyager, qui nous amène à l'autre bout du monde, autour d'une culture, ou peut-être plusieurs cultures diamétralement différentes de ce que l'on connaît nous. Effectivement, il y a un parallèle entre notre culture, le musée de l'ODEV qui parle de son territoire, et là, le peuple aborigène qui nous parle d'une autre façon d'aborder le territoire, en osmose, en bienveillance. Ils sont les gardiens de ce territoire à qui ils doivent leur survie. Donc cette connaissance du territoire passe par la lecture des empreintes des animaux qui les dirigent vers l'alimentation, vers les points d'eau. Et donc c'est une autre pensée, effectivement, une autre culture, et il y a un pont qui est établi effectivement entre le musée de l'ODEV, ce musée territoire, cette culture, sa terre rouge vers une autre terre rouge, celle du Bouge, celle de l'Australie.
Effectivement, le sous-titre, le temps du rêve. Alors cette rêverie, c'est un concept assez compliqué. Le temps du rêve est vraiment un concept phare dans la culture aborigène. C'est traduit par le mot dreaming en anglais. C'est vraiment l'idée est en train de rêver. Ce temps du rêve, c'est tout simplement le temps des récits fondateurs de la culture aborigène. Ces grands esprits totémiques qui sont venus, qui ont façonné l'Australie, qui ont créé les animaux, les hommes, les végétaux, qui ont transmis les lois et un cadre de vie qui est transmis à ce peuple, qui en est le gardien et qui aussi continue à faire vivre ce temps du rêve, parce que ce temps du rêve, c'est le passé, le présent et le futur. Absolument, il y a toute une codification assez secrète dans cette peinture et là on vous propose une initiation, de découvrir que derrière ces points qui parfois dissimulent des lieux sacrés, il y a des cercles qui font référence à des lieux sacrés, des points d'eau, des lignes qui sont en fait des chemins, des couloirs d'air, des demi-cercles qui invoquent la présence assise d'un homme ou d'une femme. Toute une codification très agréable à découvrir, à comprendre, et pour tout simplement aussi sortir de la séduction de cet art très graphique, décoratif, mais qui est en fait infiniment spirituel, profond, et que je vous invite vraiment à découvrir sur ce rapport à la terre et aussi à ses ancêtres, à cette transmission orale d'une culture très riche et millénaire, hein, plus de 65 000. Oui, moi j'ai trouvé que cette exposition était vraiment l'occasion de s'enrichir sur une vision, comme je vous disais, différente. Ce temps du rêve, c'est un concept qui est incroyable parce que c'est pas comme les mythes dans la mythologie grecque où c'est un mythe passé, non, il englobe encore des récits en cours et donc cette population, ce peuple indigène, aborigène qui a souffert, qui a failli être exterminé, il est résistant grâce à cette peinture qui a beaucoup de succès maintenant dans le marché de l'art, cette peinture qui se vend bien et qui raconte des récits très puissants, des récits totémiques qui font allusion au passage de ses ancêtres et ce que je vous disais, ce mode de survivance pour un peuple nomade dont la cueillette, la chasse est vitale. Oui, juste. On doit évoquer tout à fait ce passé, l'arrivée des colons au XVIIIe siècle. Cet art aborigène, c'est au départ 250 clans, 500 000 indigènes qui vont disparaître. Aujourd'hui, c'est 3% de la population. C'est important de le rappeler. Et un art qui est très disparate selon les régions, entre Terre d'Arnhem du Nord, avec des fines hachures, les fameux rarcs, et ce dot painting très connu avec ces petits pointillés. Vous aurez des surprises avec des œuvres pas toujours accrochées sur un plan vertical, parce que ce ne sont pas que des tableaux, ce sont aussi des récits. L'idée, c'était de sortir de cette dimension du tableau. Vous aurez ici des immersions dans la musique, des immersions sonores, qui créent vraiment un vrai moment de contemplation assez réjouissant, avec des œuvres très hypnotiques. On se sent partir un peu, oui, de la collection Alison et Peter Klein, qui sont des collectionneurs allemands. C'est grâce à un partenariat qu'on avait déjà expérimenté pour l'exposition Psychose, pour ceux qui se souviennent. C'est l'Institut des échanges culturels de Tübingen en Allemagne. Voilà, un partenariat qu'il faut conserver par sa qualité.